L'indépendance des colonies ne s'est pas faite partout de la même manière. Certaines l'ont obtenue pacifiquement, d'autres au prix de la guerre. Dans cette leçon, explorons les différentes voies par lesquelles les peuples ont accédé à la liberté. Pour la plupart des métropoles, la possession d'un empire colonial reste la base, voire le symbole, de leur puissance. Face au déclin progressif, les États européens cherchent à préserver un empire qui a été l'un des moteurs de leur force, leur assurant des zones d'influence considérables. Cependant, l'ampleur prise par les idées indépendantistes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, conduit les principales puissances coloniales à s'interroger sur l'avenir de leur empire. Les réponses des métropoles diffèrent selon les cas, mais deux formes se dégagent, pacifiques et violentes. Une décolonisation est dite pacifique si l'indépendance est obtenue sans recourir à la lutte armée entre la métropole et la colonie. Cependant, elle est parfois teintée de violence, comme le massacre d'Amritsar en Inde ou la répression d'anciens combattants en Gold Coast. Cette forme est favorisée, d'abord, par le réalisme de la puissance coloniale qui comprend l'irréversibilité des indépendances et adopte une politique visant à les faciliter. C'est le cas des Anglais, avec leur fameux self-gouvernement, et des Français en Afrique équatoriale française, AEF, et en Afrique occidentale française, AOF, avec les réformes, Brazzaville, Union française, loi cadre et la communauté. Ensuite, l'existence d'une élite locale disposée à négocier est prépondérante dans cette décolonisation. Souvent occidentalisée, cette élite accepte les compromis et l'évolution des réformes tout en étant ferme. On peut citer des figures comme Kwame Nkrumah, Félix Houphouët-Boigny, Habib Ben Ali Bourguiba et Léopold Sédar Senghor. Enfin, la menace communiste a accéléré la décolonisation. Dans ce contexte de guerre froide, les puissances coloniales craignent la subversion communiste. L'exemple des Hollandais, qui, lorsque les communistes se sont levés, ont négocié avec Sukarno pour lui donner l'indépendance, est révélateur. Cette forme de décolonisation, qualifiée de réussite, a pour principale conséquence le maintien de l'ancienne colonie dans la zone d'influence de la puissance coloniale, par la création d'institutions comme le Commonwealth ou la zone franc en Afrique. La décolonisation devient violente lorsque la métropole, c'est-à-dire le pays colonisateur, refuse toute concession et que la colonie, c'est-à-dire le territoire colonisé, opte pour la lutte armée pour obtenir son indépendance. Plusieurs facteurs expliquent ce recours à la violence. Certaines puissances coloniales, comme la France et le Portugal, considèrent que perdre une colonie est une humiliation nationale. Cette position intransigeante rend la guerre inévitable dans certains cas, notamment en Indochine et en Algérie pour la France, en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pour le Portugal. Dans certaines colonies, la présence importante de colons européens, souvent appelés pieds noirs dans le cas de l'Algérie, crée des tensions qui rendent la situation explosive. Ces colons s'opposent fréquemment aux mouvements indépendantistes, ce qui exacerbe les conflits. Exemple, la guerre d'Algérie a été marquée par des tensions entre les Français d'Algérie et les nationalistes algériens. Certaines colonies sont d'une grande importance stratégique pour l'économie des métropoles. Elles fournissent des ressources naturelles et des débouchés commerciaux essentiels, ce qui peut retarder leur indépendance. Les métropoles sont donc réticentes à abandonner ces territoires lucratifs. Des mouvements nationalistes bien organisés, souvent inspirés par des idéologies marxistes ou révolutionnaires, réclament l'indépendance immédiate et sans compromis. Ces mouvements sont prêts à utiliser la violence pour atteindre leurs objectifs. Exemple de mouvements radicaux. Le Viet Minh en Indochine. Le Front de libération nationale en Algérie. La décolonisation violente a souvent des conséquences durables et négatives, tant pour les anciennes colonies que pour les métropoles. Parmi ces conséquences, on peut citer des ruptures durables avec la métropole. Par exemple, le président angolais n'a effectué une visite officielle au Portugal qu'en 2008, bien après l'indépendance de l'Angola. Le soutien des anciennes puissances coloniales à des opposants locaux, ce qui peut entraîner des guerres civiles, comme en Angola. Des divisions nationales, comme au Viet Nam.
des coups d'État orchestrés ou soutenus par l'ancienne métropole. L'armée, souvent considérée comme libératrice, peut prendre le pouvoir dans les nouveaux États indépendants, comme ce fut le cas en Algérie et en Guinée-Bissau. En résumé, la forme violente de la décolonisation est le résultat de l'intransigeance des métropoles, de la présence de colons européens, de l'importance économique des colonies et de la radicalité des mouvements nationalistes. Les conséquences de cette violence peuvent être durables et complexes, affectant les relations entre les anciennes colonies et leurs métropoles ainsi que la stabilité interne des nouveaux États indépendants. L'indépendance n'a jamais été donnée sur un plateau d'argent. Que la forme d'acquisition soit pacifique ou violente, la quête a toujours été rigoureuse, car pour les Occidentaux, il est inconcevable d'abandonner certains privilèges. Ce qu'il faut se demander, c'est si les indépendances ont atteint toutes les attentes des populations, pour la simple raison que les nouveaux pays ont fait face à un nouveau contexte mondial dominé par la guerre froide et le néocolonialisme.